session 11-14. Je préside cette séance d'examen du rapport du Togo qui nous présente son deuxième rapport. Les rapporteurs sont M. Bruni et M. Gaillet. Je donne la parole à la présidente de la délégation de l'État parti pour faire sa présentation. Elle a 20 minutes pour le faire, à la suite de quoi on va donner la parole aux deux rapporteurs et ensuite aux membres du comité pour présenter leurs questions. Le mot de la fin est donné à la présidente de la délégation. Mais de toute façon, ces questions seront développées avec des réponses fournies demain dans l'après-midi à partir de 15 heures. Donc, bienvenue à la délégation de l'État parti et je passe la parole à Madame la présidente de la délégation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant le comité contre la torture pour présenter le deuxième rapport périodique du Togo sur la mise en œuvre de la Convention. Permettez-moi tout d'abord, Madame la Présidente, de vous adresser mes vives félicitations pour la manière dont vous conduisez les travaux de nos assises. Je salue également les efforts inlassables que vous-même et l'ensemble des membres du comité déployez pour assurer la promotion et la protection des droits de l'homme. Madame la Présidente, qu'il me soit permis de présenter les membres de la délégation togolaise que j'ai l'honneur de conduire. Il s'agit de moi-même, Léonardine Arita Doris Wilson de Souza, ministre des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie et de la formation civique, Maître Chichao Chalim à ma droite, garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République, et à l'extrême droite, Maître Yacoubou Koumadjo Amadou, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ensuite, Son Excellence Madame Nakwa Polo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire représentant permanent du Togo à Genève. Son Excellence Monsieur Caliste Batoussi Madjoulba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise en France. Monsieur Nyambi Garba Kodjo, procureur général près la Cour d'appel de Lomé. Monsieur Kokoumi Nekbo, directeur de la législation et de la protection des droits de l'homme au ministère dont j'ai la charge. Le commandant Bamana Baragou, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Tous trois membres de la commission interministérielle de rédaction des rapports initiaux et périodiques. Ensuite, Monsieur Komlan Agbelenko Narte Minsan, premier secrétaire à la mission permanente du Togo à Genève. Madame la Présidente, la Convention contre la torture et haute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, adoptée le 10 décembre 1984 par l'Assemblée générale des Nations unies, a été ratifiée par le Togo le 18 novembre 1987 et le rapport initial a été présenté les 10 et 11 mai 2006 lors des travaux de la 36e session de votre comité. Quant au deuxième rapport périodique qui devait être présenté en décembre 2008, il n'a été finalement soumis qu'en octobre 2010 pour des raisons liées à des difficultés matérielles et de collecte de données. Élaboré conformément aux directives, conclusions et recommandations du Comité contre la torture, il comporte deux parties. La première expose le cadre juridique visant l'interdiction et l'élimination de la torture et la deuxième, les mesures législatives, judiciaires et administratives qui ont été prises pour donner effet aux conclusions et recommandations formulées par le comité lors de l'examen du premier rapport. Dans le cadre du débat interactif, le comité a posé 33 questions qui se rapportent aux articles 1 à 16 de la Convention contre la torture et haute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. En la forme, les questions posées ont été abordées une à une afin de répondre aux préoccupations du comité. Au fond, les éléments de réponse apportés mettent en évidence les mesures prises par le gouvernement pour donner effet aux dispositions de la Convention, ainsi que les chantiers ouverts et les mesures qu'il entend prendre pour pallier les insuffisances constatées. Dans l'ensemble,
Les préoccupations du comité gravitent autour de 9 centres d'intérêt. 1. L'incrimination de la torture dans la législation togolaise. Des questions 1 à 3, articles 1er et 4 de la Convention. 2. Les dispositions législatives relatives à la protection des personnes gardées à vue et les mesures prises d'une part pour réduire le nombre de détenus préventifs, pour garantir l'indépendance et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et d'autre part, celles qui ont été prises pour sanctionner les violences à l'égard des femmes. Question 4 à 13, article 2 de la Convention. 3. L'expulsion, le refoulement ou l'extradition. La compétence des juridictions togolaises pour connaître des actes de torture commis par un étranger et les accords de coopération et d'entraide judiciaire avec les États voisins. Question 14 à 16, article 3 et 5 à 9 de la Convention. 4. Les programmes de formation à l'intention du personnel chargé de l'application de la loi et de l'administration pénitentiaire sur la prohibition absolue de la torture et les mesures prises pour assurer une application rigoureuse de la loi sur les mutilations génitales féminines. Question 17 à 20, article 10 de la Convention. 5. La surveillance efficace et indépendante des lieux de détention et les mesures prises pour améliorer les conditions de détention. La création du corps des surveillants de prison, questions 21 à 24, article 11 de la Convention. 6. Les sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires mis en cause pour des actes de torture et les suites données au rapport de la CNDH de février 2012, le nombre de décès survenus dans les lieux de détention et les plaintes relatives aux violences faites aux femmes, questions 25 et 26, articles 12 et 13 de la Convention. 7. Les dispositions relatives à la réparation de l'erreur judiciaire. L'intégration des dispositions relatives à l'irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par torture, questions 27 et 28, articles 14 et 15 de la Convention. 8. La légitimité de l'action des défenseurs des droits de l'homme, l'interdiction du châtiment corporel et les mesures prises pour la mise en œuvre de la loi de 2005 relative au trafic des enfants, questions 29 à 31, article 16 de la Convention. 9. Les mesures prises pour la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture et les dispositions pour répondre à la menace d'actes terroristes, questions 32 et 33. Madame la Présidente, je voudrais signifier tout simplement que pour la suite, je ne voudrais plus répéter les questions. Je ferai tout simplement allusion au numéro de questions. S'agissant du premier point, le projet du Code pénal adopté par le gouvernement en Conseil des ministres définit la torture conformément aux dispositions de l'article 1er de la Convention et la réprime en 16 articles 194 et suivants. Pour le deuxième point, la Constitution du 14 octobre 1992, en son article 16, et le projet de Code de procédure pénale en 16 articles 93 et suivants, protègent les droits des détenus. Ainsi, tout prévenu ou détenu bénéficie d'un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale. De même, toute personne interpellée a le droit de se faire assister par un conseil au stade de l'enquête préliminaire et de se faire examiner par un médecin de son choix. Quant au délai de la garde à vue, l'article 52 modifié du Code de procédure pénale le fixe à 48 heures. Il ne peut être prorogé qu'avec l'autorisation du procureur de la République pour une même durée. Dans les cas d'infraction contre les stupéfiants ou d'une complexité avérée, les délais peuvent être augmentés de 8 jours. Dans le souci de faire respecter la durée de la garde à vue, l'Inspection générale des services de sécurité effectue des visites inopinées dans les postes de police et les brigades de gendarmerie. En ce qui concerne le taux de détenus préventifs, il reste élevé, avec 75% en mai 2012. Pour le réduire, le gouvernement, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Bureau Togo, a organisé en août 2012 un atelier à l'intention des juges répressifs pour examiner les raisons d'une telle situation et les moyens pour résorber ce taux. Ainsi, le nombre d'audiences correctionnelles dans la juridiction de Lomé est passé de 3 à 4 par semaine. Préalablement, une inspection spéciale effectuée dans toutes les juridictions du pays en juillet 2012 a permis de remettre en liberté 156 détenus. Grâce à ces actions, le taux de détention préventive est passé à 65% en septembre 2012 et l'objectif du gouvernement est de parvenir à le réduire de 50% d'ici fin décembre 2012. S'agissant de l'indépendance de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, elle est consacrée par l'article 152 de la Constitution.
La CNDH est une institution indépendante qui n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi. Aucun membre du gouvernement ou du Parlement ou toute autre personne ne s'immisce dans l'exercice de ses fonctions. À cet effet, tous les autres organes de l'État lui accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité. Son indépendance se traduit également par le processus de désignation de ses membres suivant un mode électif transparent, sa composition pluridisciplinaire et son autonomie financière. Elle est accréditée au statut A conformément aux principes de Paris. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pour lutter contre les violences faites aux femmes, le gouvernement a adopté en 2008 une stratégie nationale qui vient d'être actualisée. Grâce à la loi sur les mutilations génitales féminines et aux campagnes de sensibilisation, les mutilations génitales féminines ont sensiblement régressé. Le taux de prévalence est passé de 12% en 1996 à 2% en 2012. Pour le troisième point, le Togo reconnaît l'expulsion, l'extradition et le refoulement dans son droit interne. Conformément aux dispositions de la Convention contre la torture, le Togo ne saurait extrader, expulser ou refouler une personne s'il est établi qu'elle sera soumise à la torture. Il est disposé à répondre favorablement à toute demande d'extradition pour crime de torture émanant d'un État partie à la Convention en vertu des dispositions de l'article 8 de cette Convention. Le projet de code pénal reconnaît en son article 204 la compétence aux juridictions togolaises de juger les auteurs de crimes de torture se trouvant sous sa juridiction lorsqu'ils ne peuvent pas être extradés. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le Togo a signé un accord régional quadripartite d'entraide et de coopération judiciaire avec le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Toute initiative de révision du dit accord exige le consensus des autres États parties. Pour le quatrième point, la formation du personnel chargé de l'application de la loi et de l'administration pénitentiaire comporte des modules sur les droits de l'homme, notamment les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ces modules sont dispensés avec l'appui des agences du système des Nations Unies au Togo. Ces formations visent le renforcement des capacités des magistrats, des officiers de police judiciaire et des surveillants des centres de détention sur les normes et standards internationaux de droits de l'homme dans l'administration de la justice. Il est organisé à leur intention des sessions de formation spécifiques, entre autres celles relatives à la loi portant interdiction des mutilations génitales féminines. S'agissant du cinquième point, la visite inopinée des lieux de détention est effectuée par la CNDH, la Commission parlementaire des droits de l'homme, le Comité international de la Croix-Rouge, les organisations de la société civile œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l'homme. En vue d'améliorer les conditions de détention, une vaste opération d'assainissement des prisons, lancée le 22 mai 2012, a été effective à la prison civile de Lomé et devrait se poursuivre dans les autres prisons. Des consultations médicales gratuites avec don de médicaments à tous les prévenus ont été réalisées à Lomé. Cette action est doublée d'une opération de salubrité consistant à désinfecter les cellules et à assainir les fosses septiques et d'autres espaces insalubres. La formation militaire élémentaire, de base et professionnelle, droit pénal, droit de l'homme, sociologie, psychologie, etc., de 484 agents du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire recrutés sur concours, dont 111 de sexe féminin, vient de prendre fin. Pour le sixième point, le gouvernement a mis en œuvre la plupart des recommandations formulées par la CNDH, à savoir des sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires mis en cause par le rapport de la CNDH pour traitement cruel, inhumain ou dégradant, consistant en des arrêts de rigueur allant de 30 à 45 jours. En matière de détention des personnes en conflit avec la loi pénale, interdiction formelle de détenir des personnes à l'Agence nationale de renseignement, ANR, et dévolution exclusive de la garde à vue à la police judiciaire et de la détention préventive aux établissements officiellement habilités. Examen des plaignants d'actes de torture par une équipe de médecins spécialistes désignés par arrêté interministériel, composé de la justice, la santé et les finances, et dépôt du rapport médical assorti d'un plan d'indemnisation et notification aux intéressés pour observation, prévision d'une rencontre pour échanger sur les points de désaccord. Ensuite, réorganisation des services de renseignement et de sécurité.
un projet est à l'étude pour la création d'une nouvelle structure en remplacement de l'ANR et le renforcement des capacités opérationnelles des agents de police judiciaire et des unités spécialisées en police technique et scientifique. Pour renforcer la prise en charge sanitaire des détenus, le gouvernement a mis à la disposition des centres de détention à forte densité un personnel sanitaire supplémentaire. Malgré cette mesure, 41 décès sur 3866 détenus ont été recensés à la date du 8 novembre 2012 dans les établissements pénitentiaires, indiquant de ce fait que beaucoup d'efforts restent encore à faire dans le domaine de la santé carcérale. Relativement aux plaintes déposées pour violences faites aux femmes, le Togo ne dispose à l'heure actuelle d'aucun système de statistiques exploitable en la matière. L'assistance de la communauté internationale dans ce domaine est vivement sollicitée. Pour le 7e point, la Constitution togolaise, en son article 19, précise que les dommages résultant d'une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l'État conformément à la loi. Mais les textes applicables aujourd'hui ne prévoient pas de manière explicite une procédure à mettre en œuvre pour recevoir réparation en cas d'erreur judiciaire. Toutefois, le projet de loi portant code de procédure pénale intègre en ses articles 285 à 290 la procédure à suivre pour obtenir la réparation d'une erreur judiciaire. Il prend en compte l'irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous l'effet de la torture. Pour le 8e point, le gouvernement reconnaît la légitimité des actions des organisations de la société civile et la liberté d'association est un droit fondamental garanti par la Constitution togolaise en son article 25. À cet effet, le Togo a accueilli en 2008 une mission conjointe des rapporteurs spéciaux des Nations Unies et de l'Union africaine sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. En mai 2012, le rapporteur spécial de l'Union africaine a effectué une autre visite au Togo. Mon pays connaît une floraison d'organisations de la société civile qui travaillent en toute indépendance. Le Code de l'enfant, en son article 376, dispose « Les châtiments corporels et toutes autres formes de violence ou de maltraitance sont interdits dans les établissements scolaires et de formation professionnelle et dans les institutions. » Fin de citation. Toute forme de punition portant atteinte à l'intégrité physique de l'enfant est interdite à l'école. Dans le cadre de la campagne mondiale Apprendre sans peur, lancée par l'ONG Plan International, les actions suivantes ont été menées. Lancement officiel de la campagne sous les auspices du gouvernement. Campagne de sensibilisation sur les médias. Prise de notes de service par le ministre chargé de l'Éducation, rappelant l'interdiction du châtiment corporel dans les écoles. Élaboration de curricula de formation d'enseignants sur les méthodes éducatives. Les résultats de la campagne de plaidoyer ont permis d'inclure dans les curricula de formation des enseignants de l'École nationale des instituteurs, l'ENI, un module portant sur la non-violence à l'école. Dans le cadre de la lutte contre la traite, le trafic, l'exploitation et le travail forcé des enfants, des programmes spécifiques ont été élaborés pour prévenir ces phénomènes et assurer la réinsertion des victimes. À cet effet, de 2008 à 2010, 1264 enfants victimes ont été enregistrés par les services de police du ministère chargé de la protection de l'enfant et par la Commission nationale d'accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes de trafic, dont 503 en 2008, 404 en 2009 et 357 en 2010. En 2011, 281 enfants victimes de trafic ont été recensés, dont 225 interceptés avant destination et 53 rapatriés du Bénin, du Nigeria et du Gabon. Les auteurs de traite d'enfants sont passibles d'une peine d'emprisonnement lorsqu'ils sont arrêtés. De 2007 à 2011, on dénombre 378 cas de personnes contre lesquelles des poursuites ont été engagées pour des infractions liées au trafic d'enfants et 242 condamnations, dont 99 en 2008, 31 en 2009, 40 en 2010 et 31 en 2011. Enfin, pour le point 9, le Togo s'est engagé dans un processus de mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture à la suite de la ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture.
la CNDH a été désignée pour abriter ce mécanisme. Un processus de révision de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la CNDH est engagé afin de lui permettre de répondre aux mandats et aux attributions conformes au protocole. Le Togo ne dispose pas encore d'une législation spécifique pour répondre à la menace terroriste. Toutefois, le titre 5 du projet de code pénal est consacré aux infractions relatives au terrorisme. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pour terminer, permettez-moi de souligner l'engagement irréversible qu'a pris le Togo pour lutter contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est dans ce sens qu'il a adhéré au projet Atlas de la torture pour une durée de 15 mois à partir de mai 2012. 2 missions ont déjà été effectuées sous la supervision du professeur Manfred Novak, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture de 2004 à 2010. Ce projet vise à renforcer la prévention de la torture au Togo. Mon pays souhaite, de ce fait, la continuité de l'appui de la communauté internationale dans sa marche résolue vers la consolidation de la démocratie et de l'état de droit pour la pleine réalisation des droits fondamentaux et des libertés publiques conformément aux engagements internationaux auxquels il a souscrit. D'ores et déjà, je remercie tous les partenaires en développement qui soutiennent le Togo et vous réitère, Madame la Présidente, ainsi qu'à tous les membres du comité, les félicitations du gouvernement et vous témoigne sa reconnaissance pour toutes vos actions en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente de la délégation, pour cette présentation assez importante des efforts fournis par l'État partie en prévision de respect de ses engagements au titre de la Convention. Merci aussi d'avoir respecté le temps imparti la parole est donnée actuellement au rapporteur, Monsieur Bruni et Monsieur Gaillet. Mais avant, on ouvre la liste pour les membres du comité qui voudront poser des questions. La parole est donnée au rapporteur. Chacun aura 30 minutes pour poser ses questions. Les membres du comité auront entre 5 à 6 minutes pour poser des questions, à la suite de quoi la parole sera donnée à Madame la Présidente de la délégation. Donc, en premier lieu, je donnerai la parole à Monsieur Bruni, rapporteur de l'État partie. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord donner la bienvenue à la délégation du Togo qui est venue renouer le dialogue avec notre comité pour la deuxième fois. Et je remercie aussi les autorités togolaises pour la présentation de leur rapport périodique ainsi que pour les réponses écrites à la liste des points à traiter dans le présent débat. S'agissant de la définition de la torture, il est précisé dans la première réponse au questionnaire du comité que l'avant-projet de loi portant sur le code pénal a repris les dispositions de l'article 1er de la Convention dans ses articles 194, 197 et 199. Ce matin, dans la déclaration liminaire de la délégation togolaise, on a pris quelques progrès faits à ce sujet et j'y reviendrai tout de suite.
Mais, première question, il serait quand même intéressant connaître le texte de ces articles, même s'il s'agit d'un texte qui n'est pas encore définitif, pour voir exactement si tous les éléments ont été de l'article 1 de la Convention ont été introduits. Il serait utile également d'en savoir un peu plus sur ce projet de loi portant code pénal. Depuis la présentation des réponses écrites au questionnaire du comité, en fin août 2012, nous avons appris de sources non gouvernementales et ce matin, dans le discours liminaire, que l'avant-projet a été adopté par le Conseil des ministres. Apparemment, c'était très récent. On nous a indiqué la date du 7 novembre, si c'est exact, et qu'il est maintenant devant le Parlement pour approbation. Bon. Alors, ma question est simple. Est-ce qu'un calendrier de travail pour cette approbation a été fixé et planifié? Il serait utile de le savoir, car dans ses conclusions et recommandations à la fin de l'examen du rapport initial du Togo, en mai 2006, le comité s'est dit préoccupé par l'inexistence de jugements ayant trait à des actes de torture, du fait de l'absence d'une définition adéquate de la torture dans la législation togolaise. J'imagine que, au moins à ce jour, la situation n'est pas changé puisque le nouveau code pénal, comme on vient de le dire, n'est pas encore entré en vigueur. Il est devant le Parlement. Pourtant, la Constitution togolaise, nous le savons, interdit la torture. Alors, ma question, quel est donc l'arsenal juridique à disposition du juge aujourd'hui pour condamner des actes de torture, sinon en conformité avec la Convention, parce qu'il n'y a pas cette définition encore, au moins en conformité avec la Constitution. En d'autres termes, si des actes de torture sont prouvés, quelle loi est invoquée pour punir les responsables avec des peines qui sont à la mesure de la gravité du crime commis? Peut-être, je ne sais pas, des lois portant sur la criminalisation de coups et blessures volontaires, qui couvriraient aussi la torture. Est-ce que la délégation pourrait donner des précisions à ce sujet? Et aussi des exemples de jugements en la matière. Je vais aborder maintenant le sujet central de la prévention de la torture et des conditions de détention au Togo, sujet sur lequel j'ai, je peux dire, concentré la plupart de mon intervention. Alors, à propos des garanties des personnes arrêtées et mises en garde à vue, comme le droit d'être informé des charges contre eux, de contacter un membre de la famille, l'accès à un avocat, un médecin, etc., le rapport ainsi que les réponses écrites au questionnaire du comité se réfèrent encore une fois au projet du Code de procédure pénale. Mais, comme on a bien dit, son texte n'est pas encore en vigueur. Ce matin, nous avons aussi reçu d'autres renseignements sur les garanties pour les personnes arrêtées, mais encore une fois, se réfère à un projet de code qui n'est pas en vigueur. Donc, comment les droits fondamentaux de la personne arrêtée sont garantis aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, l'assistance d'un avocat est obligatoire seulement en matière criminelle ou aussi en matière de délit et de contravention? Est-ce qu'un médecin, si possible, choisi par la personne arrêtée, peut visiter le prévenu? Nous avons appris ce matin que c'est possible, mais selon quelle loi? Si le projet de code, si le code pénal est encore un projet. Et puis, il y a aussi certaines informations dans le rapport qui m'intriguent. Au paragraphe 34 du rapport, il est dit que, conformément au futur code de procédure pénale, je dis exactement ce que vous dites dans le rapport, les centres de détention pourront refuser
de recevoir dans leur établissement des personnes provenant des unités d'enquête et portant des séquelles laissant présumer une atteinte à l'intégrité physique du prévenu. Ça, c'est ce que votre rapport dit. Alors, je serais bien reconnaissant à la délégation de bien vouloir préciser cette situation. Si le prévenu présente des signes de mauvais traitement ou de torture suite à un interrogatoire et son accès à la prison n'est pas autorisé, où est-il amené? Est-ce qu'il est renvoyé là où il a été torturé? Est-ce qu'il n'a pas droit à une intervention médicale urgente à l'hôpital le plus proche? Est-ce que les responsables des centres de détention n'ont pas le devoir de faire un rapport sur les coups et blessures constatés sur le prévenu aux autorités compétentes afin d'ouvrir une enquête et punir les responsables des mauvais traitements? Il y a un autre point à éclaircir qui se trouve au paragraphe 37 de votre rapport. Il est dit que, et je cite le rapport, « certains lieux de détention sont d'un accès difficile. Il s'agit particulièrement des cellules de l'Agence nationale des renseignements généraux et des lieux de détention appelés tôles des militaires faisant l'objet des sanctions disciplinaires. » Bon, c'est là une affirmation franche, mais un peu grave, je dirais. Pourquoi ces lieux de détention sont difficiles d'accès? Qui ne peut pas accéder? S'agit-il de lieux de détention pratiquement secrets? Est-ce qu'il y a eu des inspections récemment? Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour assurer l'accès à ces lieux de détention? On a appris ce matin dans le discours liminaire que donc l'Agence nationale des renseignements ne pourra plus détenir des personnes. Alors, c'est un bon progrès, mais je voudrais savoir, et que donc l'agence même doit être réformée. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce qui se fait. Est-ce qu'il s'agit je ne sais pas, une initiative administrative? Est-ce qu'il y a une loi précise qui réforme cette agence, qui ferme définitivement ces lieux de détention, qui assure qu'il n'y ait pas des détentions secrètes et ainsi de suite. Donc, dans le rapport, on affirme que, et je cite encore une fois votre rapport, les conditions de détention dites épouvantables sont le résultat de l'insuffisance de locaux de garde à vue et d'équipements adéquats. Fin de citation. Ceci, encore une fois, est un constat. Mais que font concrètement les autorités togolaises pour changer la situation? On a entendu ce matin quelques mesures prises, mais qui, encore, la délégation elle-même l'a dit, n'est pas suffisante. En fait, dans la réponse au point 6 du questionnaire, on fait une analyse des raisons matérielles qui ont conduit à 50%, voire 75% le nombre de détenus en détention préventive pour des très longues durées dans les prisons togolaises. Là aussi, on fait un constat du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire et pénitentiaire, mais les remèdes envisagés paraissent un peu faibles. Dans le rapport, on parle de la construction d'une cour d'appel et d'une prison, la réhabilitation de quelques lieux de détention. Ce matin, nous avons appris certains, donc, comment dirais-je, une certaine formation pour les juges qui aurait juste baissé un peu en septembre à 65% le nombre de détenus en préventive. Mais est-ce bien suffisant? Donc, j'espère que les autorités togolaises feront plus d'efforts parce que, justement, évidemment, les efforts doivent être faits surtout en direction de peines alternatives à la détention.
Mais là, c'est un moyen efficace de réduire le nombre de détenus. Mais la réponse au point 7 du questionnaire laisse peu d'espoir, car les autorités togolaises elles-mêmes affirment que, en dépit de certaines mesures alternatives qui ont été prises, le nombre de détenus en préventive n'a pas changé. Ce matin, on a vu qu'il a légèrement changé, mais il faut faire évidemment beaucoup plus. Et j'ai bien l'impression qu'il y a déjà une conclusion tirée par les autorités togolaises elles-mêmes. Il est impératif que le nouveau code pénal et le code de procédure pénale soient promulgués de toute urgence et entrent en vigueur le plus vite possible pour que la justice puisse fonctionner correctement dans l'État partie. Donc, je vais avoir les commentaires de la délégation à ce sujet et savoir quels moyens elles comptent, enfin les autorités comptent mettre en œuvre pour accélérer au maximum l'entrée en vigueur du code pénal et du nouveau code de procédure pénale. Dans sa réponse au point 10 du questionnaire, ainsi que ce matin, le gouvernement fait référence à une équipe de 3 médecins chargés d'examiner les personnes qui se sont plaintes à la Commission nationale des droits de l'homme d'actes de torture pendant qu'elles étaient détenues par l'Agence nationale des renseignements suite à la tentative de coup d'État en 2009. Les médecins ont trouvé des séquelles de ces actes. Le gouvernement dit qu'il étudie les conclusions des experts afin de leur donner une suite. Entre-temps, des sources non gouvernementales nous informent que des indemnisations sommaires seraient offertes aux victimes, ce qui était confirmé ce matin. Mais les organisations non gouvernementales ajoutent que ces indemnisations seraient offertes en échange d'abandon des poursuites pénales. Alors, je voudrais savoir de la délégation quelle est donc sa position à ce sujet. Parce que, est-ce que des enquêtes, à part les indemnisations et les dénonciations, est-ce que des enquêtes judiciaires ont été menées au sujet de ces plaintes afin de prévenir toute impunité? Est-ce que les coupables présumés ont un nom? Est-ce qu'ils ont été suspendus de leur service ou transférés à d'autres services afin qu'il n'y ait pas de risque de récidive de leur part? Ce matin, nous avons entendu que certains coupables d'actes de torture ont été suspendus de 30 à 45 jours du service. Il me paraît une mesure assez faible pour des actes de torture qui ont été donc prouvés médicalement et dont on a trouvé les auteurs. Je voudrais encore approfondir des questions liées aux conditions de détention. Le rapport indique que le Togo manque de moyens matériels, financiers et humains pour faire face à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions pénitentiaires. Il y a des efforts qui sont faits, comme le projet de construction de la prison de Palimé, mais apparemment, ils ne sont pas suffisants. Ce matin, on a parlé encore d'autres efforts faits, mais justement, la délégation elle-même dit qu'il faut faire plus. Donc, je voudrais bien que ce soit un engagement formel devant ce comité. Et pourtant, certaines mesures urgentes, comme celle qui consiste à donner un minimum vital d'alimentation aux détenus, devraient être prises en toute urgence. Il me paraît qu'il ne faut pas trop attendre. En fait, dans la réponse au point 25C du questionnaire, il est dit que, et je cite votre rapport, encore une fois, des réflexions sont en cours pour mettre à 2 le nombre de repas servis par jour au lieu d'un seul actuellement, dit votre rapport. Il vaut mieux que ces réflexions ne soient pas trop longues, il me paraît. Autrement, le risque d'hécatombe par famine dans les prisons togolaises devient une dure réalité. À ces propos, est-ce que la délégation serait en mesure de donner une description exacte des repas fournis aux détenus au Togo aujourd'hui? Parce que même le peu qui vient fourni
aux prisonniers, selon sources gouvernementales, paraît tout à fait insuffisant. Autre sujet de préoccupation, en regardant le tableau fourni par le gouvernement dans sa réponse au point 22 du questionnaire, on constate que sur les 14 prisons que compte le pays, 9 sont très surpeuplées et des mesures urgentes sont à prendre. Mais il apparaît qu'il y a une distribution étrangement inégale entre établissements pénitentiaires. On passe d'un extrême à l'autre. Par exemple, la prison de Tsévié a un taux d'occupation de 380%, c'est énorme, et invivable, tandis que la prison de Mango a un taux de population de 31% seulement. Pourquoi? Est-ce que la délégation pourrait donner une explication à propos de ce taux d'occupation extrêmement différent? Est-ce qu'une meilleure redistribution du nombre de prisonniers par établissement pénitentiaire ne pourrait pas être effectuée? Et qu'en est-il des lieux de garde à vue qui, selon des sources d'information non gouvernementales, seraient des cachots mal aérés et sans lumière, comme par exemple ceux de la brigade de l'aéroport de Lomé? Et encore, quels soins médicaux sont prodigués aux détenus? Apparemment, selon les sources non gouvernementales, aucun médicament n'a été acheté pour les traitements des détenus depuis le début de cette année. Aujourd'hui, la délégation nous a fait part de certains médicaments qui ont été fournis, mais sur une base de dons volontaires. Est-ce que les autorités compétentes ne pourraient faire une planification suffisante pour les soins des détenus? Et aujourd'hui encore, on nous a donné des statistiques sur les morts en prison qui sont quand même plutôt importantes. Donc là aussi, un effort à faire. Le rapport et la réponse au point 21 du questionnaire, ainsi que la déclaration liminaire de ce matin, font état de multiples inspections des lieux de détention effectués par de nombreuses organisations en toute liberté. La Commission nationale des droits de l'homme a le droit d'effectuer des visites périodiques, même inopinées, ainsi que la Croix-Rouge et d'autres organismes. Est-ce que la délégation serait en mesure de donner des exemples récents d'inspection de lieux de détention, leurs résultats et la suite de données aux éventuelles recommandations faites par l'organisme qui a conduit l'inspection? Toujours sur les conditions de détention, j'aimerais une réponse précise à certaines informations contenues dans le rapport du rapporteur spécial sur la torture concernant sa mission au Togo en 2007. Je vois donc que M. Novak encore travaille, disons, avec les autorités togolaises, donc je tiens à préciser ce qu'il a trouvé dans sa visite. Donc, dans sa visite au camp militaire des parachutistes de Kara, il a trouvé des cellules mesurant 112 cm par 90 cm, ce qui constitue évidemment un traitement inhumain. Et j'ai la référence de son rapport à ce sujet. Est-ce que la délégation est en mesure de donner des explications à propos de ces cellules et leur utilisation, étant donné que le rapporteur spécial le dit lui-même, a été empêché de les visiter lors de sa visite au Togo? Et encore, à la prison de Notse, le rapporteur spécial a trouvé des cellules de 1 mètre par 1 mètre 50 carrés chacune. Est-ce que la délégation peut expliquer l'exiguïté d'espace de ces cellules? Quel est le but? Pourquoi on les a construites si petites et non un peu plus grandes? Il y a bien d'autres témoignages de conditions horribles de détention au Togo. Selon des sources d'information non gouvernementales, datées de septembre 2012, donc très récentes,
à la prison de Lomé, les prévenus en attente de jugement seraient détenus par 60 à 90 personnes dans des cellules de 7 mètres sur 6, tandis que les prisonniers condamnés seraient détenus par 50 à 60 personnes dans des cellules de 6 mètres sur 5. Le manque d'hygiène et de soins médicaux, ça est chronique, ça nous le savons, mais je vous donne un exemple précis qui a été porté à notre attention par des organisations non gouvernementales. Donc, elles nous ont signalé le cas du capitaine Lambert Aginon, qui est actuellement détenu à la prison de Lomé suite aux événements de 2009. Il paraît qu'une organisation, notamment Amnesty International, a pu le rencontrer en octobre 2012. Et il a déclaré qu'il n'avait pas accès depuis des années à des soins nécessaires à son grave état de santé. Je serais reconnaissant à la délégation du Togo si elle pouvait fournir des réponses aux différentes questions et points que je viens de soulever. Maintenant, encore un mot sur les questions de prévention de la torture et qui concerne le protocole à la Convention contre la torture. D'abord, je félicite le gouvernement togolais pour avoir ratifié cet instrument international. Mais je voudrais en savoir un peu plus sur la mise en place du mécanisme national de prévention pour que le protocole soit bien appliqué. Le rapport définit sa mise en place comme imminente, mais cela était il y a 2 ans, quand le rapport a été élaboré. Et aujourd'hui, nous a donné quelques renseignements, mais la conclusion est toujours que ce mécanisme n'est pas encore en place. Et donc, je rappelle à la délégation que la date limite pour mettre ce mécanisme en place était 1 an après sa ratification du protocole, donc il devait être en place le 20 juillet 2011. 1 an et demi après, il n'est pas encore en place. Donc là aussi, il faut redoubler les efforts. Donc nous savons que ce sera la Commission nationale qui se chargera du mandat de prévention de la torture. Ce matin, on nous a dit qu'on changera donc son statut pour lui permettre d'assumer les nouvelles fonctions. Mais moi, je voudrais savoir avec quelles ressources additionnelles elle pourra mener ces nouvelles activités. Parce que avoir évidemment une base légale pour mener des activités, c'est bien. Mais sans ressources, on ne va pas très loin. Donc, toujours sur ce sujet de la Commission, d'après des informations qui sont parvenues, crédibles à notre comité, son président, M. Kofi Kunte, aurait quitté le Togo à la suite de pressions gouvernementales afin qu'il modifie le rapport accablant de la Commission des droits de l'homme qu'il avait présenté aux autorités togolaises en février dernier, sur les responsabilités des autorités de maintien de l'ordre en ce qui concerne des allégations de torture faites par les personnes détenues dans le cadre de la procédure ouverte pour l'atteinte à la sûreté de l'État en 2009. Un président par intérim aurait été désigné, de nouveaux membres auraient été choisis, mais apparemment ils n'ont pas encore prêté serment. La situation me semble un peu précaire pour que la Commission nationale puisse remplir son rôle de mécanisme national de la prévention de la torture. Et j'aimerais bien que la délégation nous éclaire sur cette situation. Et surtout, est-ce qu'elle peut nous donner des précisions sur les mesures pratiques que le gouvernement a mises en œuvre pour garantir la sécurité de M. Kofi Kunte et de sa famille dans le cas de son retour éventuel au Togo. Parce que ceux qui ont fait pression sur lui, apparemment,
ont les mêmes responsabilités. Donc, ceux qui ont demandé de modifier le rapport original de la Commission des droits de l'homme sont toujours en place. Donc, je vois mal comment M. Condé peut rentrer et sans danger dans son pays. Je viens maintenant à des dernières questions. Concernant les principes de non-refoulement, les informations fournies dans le rapport et dans les réponses aux points 14 et 15 du questionnaire au sujet des principes de non-refoulement des personnes qui risquent d'être soumises à la torture dans les pays où elles devraient être déportées me paraissent insuffisantes. Aussi ce matin, on a fait des déclarations, mais on ne parle pas de mesures concrètes qui sont prises. On y parle de procédures d'expulsion, de traitement des réfugiés. Mais ce que le comité veut savoir est s'il y a un recours, par exemple, possible pour un demandeur d'asile afin de faire valoir son risque d'être torturé s'il est déporté dans un autre pays. Et quel est l'organe qui décide à ce sujet? Les déclarations sont un bon point de départ, mais il faut savoir quels sont donc les mécanismes concrets qui existent pour qu'une personne évite d'être déportée et courir un risque de torture. Parce qu'encore une fois, on fait référence au principe de non-refoulement qui sera contenu dans le futur code pénal. On a vraiment l'impression que toute mesure pour la mise en œuvre de la Convention dépendent des textes législatifs qui ne sont pas encore en vigueur. Et je voudrais recevoir l'assurance des autorités togolaises, encore une fois, je le répète, que la promulgation de ce texte sera leur priorité immédiate. Et maintenant, une dernière question, et puis je m'arrête là. Voilà, pour terminer, juste une question sur la punition des coupables de crimes de torture. La réponse au point 25b du questionnaire nous informe qu'en février 2012, le gouvernement togolais a pris 13 mesures à la suite de la publication du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme relatif aux allégations de torture contre les personnes impliquées dans la tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État en 2009. Parmi ces mesures, il y a l'instruction faite au commandement militaire. Donc, c'est le commandement militaire qui prend la responsabilité pour des procédures disciplinaires immédiates contre les personnes mises en cause. Ce matin, et je reviens sur le même point, on a appris que ces mesures disciplinaires ont été une suspension d'un mois, un mois et demi du service. Encore une fois, je le répète, désolé, mais ce n'est pas une mesure suffisante pour des personnes qui sont responsables de crimes de torture. Et donc, et à ce sujet, comme j'estime, et peut-être ce comité estime, que ces mesures disciplinaires ne sont pas du tout suffisantes, je voudrais savoir clairement s'il y a eu aussi des procédures pénales qui ont été engagées contre les auteurs d'actes de torture. Dans le cas contraire, je recommande vivement que le Togo prenne de ces mesures pour des procédures pénales. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous, Monsieur Bruni, pour ces questions et pour le respect du temps. Vous êtes à quelques secondes de 30 minutes. Merci infiniment pour le respect du temps imparti. La parole est maintenant donnée à Monsieur Gaillet, co-rapporteur pour le Togo. À vous la parole, Monsieur Gaillet. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais commencer moi aussi par saluer la délégation togolaise, lui souhaiter la bienvenue et puis la remercier pour la présentation de son rapport, les informations fournies dans le cadre de la liste des questions écrites
et ce matin également les informations complémentaires qui nous ont été livrées par le chef de délégation. Je vais me concentrer essentiellement sur les questions relatives à l'article 10 à 16 de la Convention. Mais d'abord, je voudrais avoir quelques clarifications sur un point qui me paraît important, qui a déjà été abordé d'ailleurs par mon collègue premier rapporteur. C'est la question du statut des réfugiés. Parce que, à l'examen de toutes les informations que nous avons reçues, je crois qu'on n'a pas d'éléments sur la législation en matière de réfugiés en ce qui concerne l'État partie. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que l'État partie est partie aux conventions internationales sur les réfugiés, comme par exemple la convention de base du 28 juillet 1951. Et aussi, je voudrais savoir s'il y a une législation sur les demandeurs de statut de réfugiés, les demandeurs d'asile, qui, comme on le sait, sont des personnes souvent vulnérables, qui quittent leur pays pour échapper à des faits de torture et qui méritent donc une protection internationale. Par ailleurs, me référant à la page 5, paragraphe 8 des réponses à la liste de questions, je relève une phrase, un passage suivant, je cite: « Pour des raisons pratiques, les zones urbaines sont occupées par la police et la périphérie par la gendarmerie. » C'est en fait une phrase qui est relative à la répartition des compétences entre la gendarmerie et la police en matière, je suppose, de police judiciaire, comme ça se fait dans d'autres pays. Alors, pourtant, quand on lit le rapport, quand on analyse les autres informations, on a l'impression que c'est la gendarmerie en réalité qui est omniprésente. Je pense qu'il serait bon de donner des clarifications sur la répartition réelle des compétences entre la gendarmerie et les services de police, et nous dire quelle est la norme, quel est le niveau normatif auquel cette répartition-là est réglée, etc. Je pense que ça nous permettrait de nous fixer les idées entre la répartition des compétences entre ces deux corps. Passant à l'article 10 de la Convention maintenant, je voudrais, en ce qui concerne les informations, enfin la demande d'informations sur le programme de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes, du personnel médical qui s'occupe des détenus, la question de formation à la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture, en particulier en exploitant le protocole d'Istanbul. Est-ce que l'État partie a des éléments sur ce sujet à nous livrer? Par ailleurs, eu égard au caractère, j'allais dire, répétitif des exactions imputées aux forces de sécurité, je suis en train de me demander si toute la formation qui est déjà dispensée a des conséquences tangibles sur le plan pratique. Je voudrais bien savoir si l'État partie a essayé d'évaluer l'impact de cette formation pour voir vraiment quelle en était l'utilité. Et je me demande si cette formation intègre les forces armées, qui sont souvent utilisées non seulement dans les opérations de maintien de l'ordre, et même dans des activités de police judiciaire, comme les activités où on a souvent cité l'Agence nationale des renseignements. Il s'agit précisément de ce qu'on appelle les paracommandos, c'est-à-dire les bérets rouges. Je me demande si les formations intègrent ces éléments de l'armée.
Mon collègue Bruni, M. Bruni, a beaucoup parlé de la détention. Je pense qu'il a raison, des questions de détention, parce que je crois qu'au niveau de l'État partie, c'est une des questions majeures. C'est une des questions majeures auxquelles il faudra faire face pour, disons, régler les problèmes importants qui se posent au niveau de l'univers carcéral. Alors, il y a d'abord un passage de votre rapport qui m'a un peu intrigué et j'aimerais bien avoir des explications à cet égard. C'est à la page 13, paragraphe 82, où il est dit, je cite, « Le directeur de l'administration pénitentiaire a mis en état les dossiers d'instruction de 121 prévenus et a organisé les audiences correctionnelles, la mise en état des dossiers d'instruction et l'organisation, etc. » Alors moi, ça m'intrigue un peu parce que je sache, la mise en état des dossiers d'instruction et l'organisation d'audience correctionnelle ne relève pas de l'administration pénitentiaire. Ça relève des tribunaux. Je ne comprends pas très bien ce passage du rapport et je voudrais bien avoir des explications complémentaires pour bien comprendre. Alors, en ce qui concerne l'organisme public chargé actuellement de contrôler les lieux de détention, il y a beaucoup de... Moi, j'ai des doutes sur ce sujet par rapport aux informations que nous avons reçues. Si j'ai bien compris, c'est la Commission nationale, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est chargée de ce travail. Or, d'après les informations que nous avons reçues, de sources bien entendu non gouvernementales, en réalité, il s'est agi simplement de visites sporadiques, mais pas de visites, disons, systématiques et approfondies comme on l'aurait souhaité, qui, à mon avis, semble poser un problème d'efficacité. Et il y a aussi un problème de suivi des recommandations même de la CNDH à l'issue de ces visites-là. Il semble que la CNDH n'ait aucun pouvoir de suivi des recommandations qu'elle formule après ces visites. Donc la situation au niveau de l'univers carcéral est très compliquée et M. Bruni a fait cas de la situation du capitaine Lambert Adjinon, qui, d'après les informations qui nous sont parvenues, souffrirait d'une tumeur à la prison et rien ne serait fait pour essayer de le soulager. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée à l'État partie pour lui demander les mesures que l'État partie envisage pour mettre fin aux pratiques, en ce qui concerne l'univers carcéral, aux pratiques contraires à l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus, sur les questions d'hygiène dans les centres de détention, l'accès aux soins de santé, l'alimentation, etc., etc. Et il y a une question que j'ai l'habitude de poser, que M. Bruni a déjà abordée, mais que je reprends à mon compte, et ça me paraît très important pour le désengorgement des prisons, c'est les mesures alternatives à l'emprisonnement. Et je voudrais ajouter une question, toujours dans ce contexte-là, pour demander si, dans la législation de l'État partie, il y a une durée maximale à l'emprisonnement provisoire. Est-ce qu'il y a une durée maximale? Je passe aux violences sexuelles dont seraient victimes les femmes détenues. Bon, l'État partie nous a fait part de sa volonté de réagir contre ce phénomène, mais je pense qu'il y a un problème au niveau des mesures spécifiques pour lutter contre ce problème. À cet égard, d'ailleurs, dans son rapport, l'État partie affirme
que par rapport à la période couverte, il n'y a pas de plainte sur ce sujet. Mais on peut se poser la question de savoir si ce prétendu défaut de plainte est lié à l'inexistence d'un système de plainte efficace ou pas. Je crois que le fait de dire qu'il n'y a pas de plainte, ça signifie seulement, ça signifie pas nécessairement que les faits n'existent pas en réalité. En tout cas, je crois que cette affirmation ne semble pas de nature à dissiper nos préoccupations, dans la mesure où jusqu'à présent, il arrive que les femmes détenues soient surveillées par des hommes. Toujours dans ce cadre-là, je voudrais souligner le caractère incomplet des réponses qui ont été données en ce qui concerne les faits de torture ou de traitement cruel, inhumain, dégradant qui ont été relevés par le professeur Novak, dont a déjà parlé M. Bruni aussi. Parce que d'après ce que j'ai compris, après la constatation de ces faits, la réaction de l'État parti a consisté à muter le chef de la prison de Kara et le responsable de la brigade pour mineurs. Bon, je pense que ces mutations, à mon avis, ne me semblent pas suffisantes comme réaction. En réalité, dans un tel cas, ce que nous attendons, en tout cas ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait des procédures pénales contre les auteurs et que les victimes soient dédommagées. Toujours en ce qui concerne les prisons, et là je voudrais parler un peu des décès en prison, j'ai remarqué une augmentation du nombre de décès. En 2009, ça c'est les informations que l'État parti lui-même donne, en 2009 nous avions 19 décès, 2010 33 décès, 2011 43 décès. Alors, donc il y a une augmentation du nombre de décès au fil des années. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a jamais d'enquête sur les décès. En tout cas, l'État parti ne nous indique pas qu'il y ait des enquêtes qui aient été effectuées pour clarifier les causes de ces décès-là. Bon, l'État parti semble dire que ces décès sont dus à des maladies dont souffrent les détenus, mais ces maladies-là aussi semblent liées, de l'aveu même de l'État parti, aux conditions d'alimentation et d'hygiène dans les prisons. Alors, je crois que là, il y a quand même une responsabilité de l'État parti qui est indéniable. Parce qu'il appartient à l'État parti, je crois, de prendre les dispositions qu'il faut pour qu'au niveau de l'univers carcéral, les conditions de détention soient beaucoup plus humaines. Bon, je parlerai très vite de la situation actuelle de la CNDH. On l'a déjà dit, le président de M. Conté, l'ancien président en tout cas de la CNDH, est parti du Togo. Nous avons un problème, semble-t-il, dans la mesure où les membres de cette commission, enfin, les membres qui étaient en fonction, ont fini leur mandat, que des nouveaux membres sont désignés et que ces membres doivent prêter serment. Bon, il semble que la prestation de serment soit intervenue récemment. Je voudrais peut-être une confirmation de l'État parti, de la délégation de l'État parti sur ce point. Et là, j'en profite pour parler un peu des recommandations de l'ONDH à l'issue de son rapport de 2009 relatif à l'affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, particulièrement en ce qui concerne les cas de torture ou de mauvais traitement. Bon, il semble que ces instructions ne soient jusqu'à présent pas... l'État parti nous dit que des instructions ont été données au commandement militaire pour que les auteurs soient sanctionnés. Il semble, en l'état des informations que nous avons, que ces instructions ne soient pas suivies d'effet, à part les sanctions disciplinaires dont on nous a parlé. Parce que là aussi, je crois que
on ne peut pas, il me semble difficile de s'abriter derrière le fait qu'il n'y a pas de qualification pénale précise pour les actes de torture pour ne pas engager des poursuites pénales. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, dans la plupart des cas, ces actes de torture s'analysent en des passages à tabac, d'autres actes de violence. Donc, je pense que dans la législation togolaise, il y a certainement le délit de coups et blessures volontaires, comme l'a dit d'ailleurs M. Bruno, ou bien d'autres délits de violence qui pourraient être utilisés pour engager des poursuites pénales contre ces personnes-là. Mais là, l'État partie, pour le moment, ne prend pas d'initiative véritablement efficace. Et il semble d'ailleurs que c'est à cause du défaut de sanction de ces gens-là que l'ancien président de la CNDH n'est pas rassuré quant à sa perspective de rentrer dans son pays au Togo. Parce que je crois il semble que pour lui, tant que ceux qui sont coupables de ce fait-là ne sont pas encore sanctionnés, ne sont pas encore mis hors d'état de nuire, lui, il se pose pour lui un problème de sécurité. Il semble que ce soit ça, d'ailleurs, qui soit à l'origine de sa situation actuelle qui fait qu'il préfère rester à l'étranger. Alors, évidemment, par rapport aux événements de 2005, aussi bien qu'aux événements de 2009, évidemment, les victimes de ces actes-là, surtout celles qui ont refusé le dédommagement proposé par le gouvernement, parce qu'elles ont estimé que ce dédommagement-là ne couvrait pas réellement le préjudice, sont dans une sorte d'impasse. D'après les informations qui me sont parvenues, il semble même que certaines de ces victimes aient décidé de saisir directement les juges pour essayer d'avoir gain de cause. Mais que là également, ils n'ont pas pu faire prospérer leur demande à la suite d'ailleurs d'une décision qui aurait été rendue par la Cour suprême du Togo. Et que ces victimes, en tout cas les victimes de 2009, ont été obligées donc d'aller saisir la Cour de la CEDEAO parce qu'elles estiment que dans cette affaire-là, elles n'ont pas droit à un procès équitable. Il faut maintenant saluer l'avant-projet du nouveau code pénal qui prend en compte l'irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture eu égard au fait que la torture est souvent utilisée, semble en tout cas souvent être utilisée pour obtenir des aveux. Je pense que ça c'est une bonne chose, mais comme l'a dit M. Brini, je pense qu'il serait bon d'ores et déjà qu'on ait une copie, ou en tout cas un exemplaire de ce texte-là, comme des autres textes du projet, pour essayer d'en apprécier la portée. Maintenant, je pense à l'article 16, et je vais parler du trafic, de la loi sur le trafic des enfants. Je dois reconnaître que l'État partie a fait des efforts importants en ce qui concerne la législation sur le trafic des enfants. Seulement, je dois avouer, eu égard aux informations que j'ai reçues sur ce point, que les tribunaux togolais ne semblent pas être enclins à prononcer des peines vraiment dissuasives. Je sais bien qu'il y a le principe de l'indépendance des tribunaux, de la justice, qui fait que, évidemment, le gouvernement a peu de moyens, disons, en principe, de peser sur les décisions des tribunaux, mais je me demande si par le biais des instructions qu'on pourrait donner au parquet, est-ce qu'on pourrait arriver à une politique répressive plus rigoureuse en matière judiciaire en ce qui concerne le trafic d'enfants.
D'ailleurs, l'État partie a déployé les mêmes efforts en ce qui concerne le trafic des personnes en général. Et je pense que c'est des efforts qu'il faut saluer. Alors, je finirai par une dernière question. Je voudrais savoir ce que l'État partie compte faire au titre des articles 21 et 22 de la Convention, notamment pour la possibilité pour le comité d'examiner des plaintes individuelles à l'encontre de l'État partie. Voilà, j'en ai fini avec mes questions, Madame la Présidente. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Gaillet, parce que vous avez respecté le temps imparti. Vous avez mis 21 minutes. Je vous en remercie. Je passe la parole aux membres du comité inscrits. En premier lieu, M. Doma. Vous avez 8 minutes, donc on a le temps. Bon, merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mon premier constat, c'est la faillite du système de justice à Togo. Il paraît que le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire est dû au dysfonctionnement de votre application de la primauté du droit. Pour moi, ce dysfonctionnement généralisé est dû aux graves confusions entre vos concepts, entre vos personnels, entre vos institutions et vos mesures administratives. Je m'explique. La confusion entre le rôle de la police et le rôle du militaire. Par exemple, votre police nationale est un corps paramilitaire spécialisé. D'autre part, vous avez un régime de prévention préventive. La prévention, un régime de prévention, c'est que ce n'est qu'une exception à la règle de détention. Et cela se fait dans des mesures exceptionnelles. Ce que vous êtes arrivé à faire, c'est de suppléer la règle générale par la règle d'exception. Donc, première question pour moi, ne devriez-vous pas vous ressaisir sur vos confusions de concepts, de personnel et d'institutions? Deuxième point, vous faites état d'un manque de logistique, d'infrastructure, manque de personnel, manque de formation. Je me joins aux commentaires de M. Bruni et de M. Gaët. Il paraît que la plupart de vos projets sont dans l'attente. Dans l'attente de l'aide, dans l'attente du matériel, dans l'attente du personnel, dans l'attente de logistique, dans l'attente de l'infrastructure. Mais Madame la Présidente, ne pas torturer, ce n'est pas une obligation de faire, c'est une obligation de ne pas faire. On n'a pas besoin de l'aide, de matériel, du personnel, du logistique, de l'infrastructure, de ne pas faire quelque chose. Vous avez besoin de l'argent pour ne pas torturer. Vous n'avez pas besoin de l'argent pour ne pas torturer. Vous avez besoin de logistique, de l'argent pour torturer. C'est aussi simple que cela. Deuxième question. Est-ce que vous continuerez à attendre qu'il y a bien des choses qu'on peut faire sans avoir besoin de l'argent? Je viens à cette question du tribunal des enfants. Pourquoi attendre
une réforme générale de la refonte de votre système de justice pour mettre en place un tribunal des enfants. Surtout que vous avez imparti la formation à 66 magistrats, 20 avocats, 15 notaires, 101 officiers de police judiciaire, 25 régisseurs et chefs de prison. Est-ce que les juges d'instruction qui ont assumé les responsabilités des affaires des enfants ont été formés? Le problème de formation sporadique, de suivi et d'efficacité, comme l'a dit M. Gaët, est votre problème. Troisième question donc, est-ce que votre formation n'a été impartie que pour la forme seulement? Est-ce qu'il y a eu un projet sérieux pour arriver à des résultats précis? Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Doma. La parole maintenant à M. Marigno. Muchas gracias, señora presidenta. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je souhaite une cordiale bienvenue à la délégation du Togo et je la félicite pour la présentation de son second rapport périodique. Parce que après la présentation du second rapport, justement, on entre dans une véritable pratique de suivi de la part de la communauté internationale de la pleine mise en œuvre des instruments internationaux. Alors, j'aimerais poser un certain nombre de questions sur lesquelles mes collègues se sont d'ores et déjà arrêtés dans un premier temps. Je me félicite bien évidemment de l'abolition de la peine de mort, et ce depuis 2009. Et c'est un grand pas en avant. L'interruption de la présidente. Microphone pour Madame Belmire, s'il vous plaît. On attend M. Marigno. Bien sûr. Pour la traduction. C'est bon? C'est bon? Merci, madame. Et decía que... Je disais donc que je me félicite de l'abolition de la peine de mort, abolie en 2009. Et dans un second temps, j'aimerais savoir si l'État envisage de ratifier la convention relative aux disparitions forcées, convention qu'il a signée en 2010. Et dans le code pénal, j'aimerais savoir si le délit de disparition forcée a été envisagé justement et s'il est considéré comme un délit en tant que tel. C'est une question qui nous tient à cœur puisqu'évidemment il existe un lien étroit entre la torture d'une part et la disparition forcée de l'autre. Et c'est bien évidemment, ce sont la commission de ces deux délits se renforcent mutuellement. Monsieur Doma, Monsieur Gaët et Monsieur Brigny ont évoqué une question sur laquelle j'aimerais m'arrêter quelques instants. La détention et les garanties dont peuvent bénéficier les détenus. Dans un premier temps, j'aimerais savoir si ce qu'il en est de l'état d'exception, l'état d'urgence, donc déclaré en 2005 et en 2009 dans votre pays. Les libertés politiques ont-elles été limitées de quelque manière que ce soit dans ce contexte? Et j'aimerais savoir si vous avez mis un terme à l'état d'exception. Monsieur Doma a touché du doigt une question que Monsieur Gaët a évoquée également. Ils ont évoqué la présence quasi systématique, et je cite votre paragraphe 47, donc la présence quasi donc permanente de la police judiciaire, celle-ci étant considérée comme sur un pied d'égalité avec la police d'égalité, donc corps militaire. D'après ce que je vois, et d'après ce que dit ce paragraphe 47, il semblerait qu'il existe 3 corps de police. La police judiciaire, la police paramilitaire et ce troisième corps d'armée. Donc, j'aimerais savoir exactement comment s'articule exactement ce troisième corps, parce que j'aimerais savoir s'il existe véritablement un troisième corps de force ou de police, en tout cas comment il fonctionne et quel est son modus operandi. Et puis j'aimerais maintenant
savoir si, dans les cas de torture, une personne peut aller se plaindre auprès du ministère public ou alors si elle doit dans un premier temps passer devant la police. Existe-t-il des mesures d'habeas corpus dans la législation interne ou dans les codes pertinents? J'ai cru comprendre qu'il existait le concept, que chez vous existait le concept de juge de privation des peines et des libertés. Alors, quel est le rôle exactement de cette entité judiciaire, de ce juge? Est-il possible d'organiser des audiences pour déterminer si oui ou non le placement en détention revêt un aspect légal? Et puis, dans le droit fil de cette question, je vais m'arrêter quelques instants sur le rôle que joue l'Agence nationale donc d'attention et de détention. Certaines ONG semble nous avoir indiqué que vous sembliez vouloir mettre un terme au placement en détention dans les locaux de ces agences qui ne semblaient pas donc bénéficier de mesures de suivi et de surveillance idoine. Alors j'aimerais savoir si justement vous avez bel et bien mis un terme aux pratiques de détention de ce type, pour ce qui est en tout cas des placements en détention administrative. Et puis, pour ce qui est maintenant de la juridiction militaire, donc les compétences des tribunaux militaires au Togo, sont-ils habilités à juger des civils dans certaines circonstances? Ou, au contraire, la juridiction ordinaire, donc, a-t-elle compétence de juger des militaires lorsque ces derniers se rendent coupables de violation des droits de l'homme sur des personnes civiles? S'agissant maintenant des visites dans les lieux de détention, qu'il s'agisse donc de lieux de privation préventive, provisoire, d'après certaines informations dont nous avons été saisis, y compris aujourd'hui, les ONG ont largement voix au chapitre, c'est-à-dire qu'elles peuvent se rendre dans ces lieux de détention, donc il semblerait qu'il s'agisse là de centres tout à fait ouverts à ces ONG, mais j'aimerais savoir si une ONG ou encore une entité de défense des droits de l'homme accréditée dans quelques registres de l'État que ce soit a véritablement le droit de se rendre dans ces lieux de détention de façon tout à fait inopinée même. Madame la Présidente, j'ai encore 2 ou 3 questions à poser. La première porte sur les enquêtes dans les cas de torture. J'aimerais savoir si l'État du Togo a, d'une façon ou d'une autre, pris en compte le protocole d'Istanbul dans ce type de situation, car il ne semble pas que cela soit mentionné quelque part dans les informations dont nous avons été saisis. Enfin, j'aimerais savoir si vous avez envisagé de promulguer une nouvelle législation en matière de protection des réfugiés. Si oui, à quel stade de son élaboration se trouve cette loi? En effet, votre pays accueille beaucoup de réfugiés et vous devez donc respecter un certain nombre de principes en matière de protection accordée aux étrangers, y compris aux Togolais, aux citoyens togolais rentrant sur leur territoire après avoir séjourné dans des pays tiers en leur qualité de réfugiés. Voilà, je m'en tiendrai là, je vous remercie. Merci Monsieur Marigno. La parole maintenant à Monsieur Wang. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je me félicite, de la rareté en ce comité d'un dialogue avec une délégation d'un État parti où